aussi un peu ce qui t'avait poussé à faire des vidéos, parce que ce sont des vidéos, effectivement, il y en a qui sont un peu plus ludiques, mais il y en a d'autres qui sont, qui ont un discours politique, pas forcément partisan, mais plutôt politique. Et qu'est-ce qui t'avait poussé justement à t'engager dans cette voie? En général, je parle souvent de l'extrême droite et de l'urgence qu'il y avait à redonner des outils critiques face au discours d'extrême droite qui devenait très récurrent, même dans les gens que je pouvais rencontrer. Et moi, ma formation politique, c'est Alain Soral. Donc je sentais qu'il y avait des gens qui se disaient il y a un truc qui va pas, mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Et quand j'écoute Soral, il me met le doigt sur précisément ce qui va pas, il m'aide à comprendre. Et je me suis dit c'est con parce qu'il y a quand même plein d'autres boîtes à outils critiques qui existent, notamment dans la gauche radicale et dans les penseurs critiques de gauche. Donc il y a un vrai travail à faire de repolitisation des gens aussi qui ont besoin de discours critiques. Et les discours critiques, c'est vrai que dans les médias dominants, ils sont souvent, ils passent souvent sous le radar, quoi. Ou alors on ne prend pas le temps de passer, comme je peux le faire avec, par exemple, la vidéo sur le salaire à vie, je passe 35 minutes à faire du marxisme appliqué, quoi. Bon, c'est assez rare d'avoir des espaces de 35 minutes où on explique concrètement ce que ça pourrait donner, l'extension de la sphère du public, de la gratuité, du partage de la valeur ajoutée sans passer par le capitalisme, etc. Donc l'idée c'était un peu de repolitiser Internet, ouais, c'est ça? De repolitiser les gens avec des grilles critiques plus de gauche. Très de gauche. Ouais. Parce que c'est vrai que l'extrême droite, depuis longtemps, en fait, s'est servi d'Internet pour diffuser ses idées. Qu'est-ce que tu penses de l'issue du premier tour? Comme tout le monde, je suis déçu. On a cru qu'on pouvait avoir une nouvelle phase qui s'ouvrait, où on allait refaire de la politique autrement, y compris collectivement, parce qu'il y avait cette promesse-là dans la candidature France Insoumise de réimpliquer les gens avec des dispositifs citoyens, etc. Et il n'y aura rien de tout ça, on va continuer avec un pouvoir qui vient d'en haut, qui nous applique les principes du marché, etc. Donc là on a reperdu 5 ans, mais après je pense qu'il y a quand même des choses positives dans cette campagne. Comme je l'ai dit, j'ai fait une chronique là-dessus, je pense qu'il va en rester quelque chose dans les têtes, et que la candidature là, de Mélenchon a permis à beaucoup de gens de se dire qu'il y avait autre chose qui était possible, qu'il y avait une autre gauche qui était possible, qui n'était pas la gauche de Hollande, qui était une gauche de conquête sociale, une gauche de transformation sociale, et qu'il fallait retravailler à ça, et que maintenant en fait on était près de 20% de l'électorat à vouloir travailler dans ce sens-là, avec l'écologie, avec le socialisme, et que c'était... ça réouvre une nouvelle phase historique, quoi. À ce propos, on dit souvent qu'en fait, pour faire barrage justement au Front National, il va falloir voter Macron, et que si on va voter Macron, en fait, on élit carrément Marine Le Pen dans 5 ans, mais est-ce que quelque part ça ne voudrait pas dire aussi qu'on va élire Mélenchon dans 5 ans ou le nouveau candidat de la France Insoumise? Pourquoi est-ce qu'on parle juste de Marine Le Pen et pourquoi pas justement du terreau, du vivier à gauche, quoi? Je me suis fait exactement cette réflexion hier soir. Je conçois que ce soit une position politique que de dire oui, on élit Macron maintenant, donc du coup ça va encore faire monter le Front National. Mais ce qui est vrai, c'est aussi que l'échec du mandat de Hollande, des 5 ans de Hollande, et puis l'échec des socialistes depuis, même dans les années 90, etc., a fait monter Mélenchon. Donc oui, mais après c'est pas magique, c'est pas de la pure arithmétique, c'est pas juste on transvase les gens d'une pensée à l'autre. Donc ça veut dire qu'il va falloir faire un travail conséquent pour justement une partie de la colère populaire légitime qui va bien évidemment s'exprimer si Macron tient toutes ses promesses de casse sociale, etc., finissent par s'exprimer de manière positive. Mais là ça veut dire qu'il va falloir faire un travail pendant encore des années. Si les législatives se passent aussi mal que les présidentielles, oui, il va falloir faire ça. Mais c'est très juste que oui, ça ne fait pas monter que Macron, ça fait pas monter que Le Pen, ça fait aussi monter Mélenchon, des trucs comme ça. Et par rapport à l'élection, au passage de Marine Le Pen au second tour, on avait notamment interviewé un élu PS qui disait qu'il était vraiment scandalisé par le manque de réaction des gens, parce que les gens ne vont pas dans la rue manifester contre Marine Le Pen, dire le fait aussi que Jean-Luc Mélenchon n'ait pas voulu tout de suite dire qu'il allait voter pour Macron. Qu'est-ce que tu en penses? Et puis aussi, est-ce que même tu te souviens de 2002, comment c'était? Oui, j'étais dans la rue. Ah oui? J'étais dans la rue avec un mégaphone. T'avais quel âge à cette époque? J'avais 15-16 ans. D'accord. Je pouvais pas voter, mais en effet, dès qu'il y a eu les résultats, je me souviens, j'étais à la mairie d'Orléans à l'époque. C'est parti direct en réunion de qu'est-ce qu'on fait, manif sauvage chelou le soir même, et puis le lendemain dans les lycées, j'ai fait partie de ceux qui ont essayé de faire en sorte que ça débraye un maximum, et ça a débrayé un maximum. Je me souviens de manif de 10 000 personnes à Orléans. Bon, c'était considérable. Mais
Là, le truc, c'est que maintenant, c'est devenu clair pour tout le monde que c'était la position de confort Marine Le Pen face à n'importe quel adversaire, et que Macron se vautre là-dedans. C'est ignoble, ces réactions au premier tour de dire « Ouais, génial !» Comme si c'était « Ça y est, c'est le scénario annoncé, tout va bien, et il faudrait que nous, on se bouge pour dénoncer la catastrophe dont eux bénéficient, dont eux ont joué pendant des mois, dont eux... Enfin, ils attendaient que ça, d'être face au second tour, face à Marine Le Pen. C'est complètement faire leur jeu que de dire... Mais bien évidemment que le fascisme, c'est toujours un truc horrible et qu'il s'agit en aucun cas de cautionner, de voter, et qu'il faut être clair dans le... Non, en effet, c'est pas ça qu'on veut pour notre pays. Ceci dit, on conçoit tout à fait que le FN joue dans le grand rôle, dans le grand jeu électoral, il joue le rôle du grand méchant qui est censé nous rabattre vers les candidats raisonnables. Et bon, bah là, ça fait 15 ans. On l'a vu pendant les élections locales, ça se passe comme ça, il y a les fronts républicains, etc. Et bah, ça suffit. Ça suffit, ça ne marche plus, quoi. Ça ne marche plus idéologiquement, on ne peut plus nous asticoter jusqu'en disant « Regardez, fascisme en face, venez voter pour nous ». Et énervez-vous, mais c'était pas à nous de nous énerver contre le Front National maintenant. C'était peut-être aux médias de réfléchir avant, dans leur couverture des sujets qui avaient trait à l'islam. C'était peut-être aux politiques avant de le combattre peut-être un peu plus ardemment, peut-être avec des politiques sociales. Et on voit que si la candidature de Jean-Luc Mélenchon est montée, c'est aussi parce que il y avait un abandon du terrain du social de la part des socialistes. C'est eux qui font le lit du Front National, et ce serait aux gens de gauche authentiques qu'on ne peut pas soupçonner de connivence avec le Front National, de venir s'indigner à la toute fin de la chaîne où tout le monde a participé avant, gaiement, pour créer une situation qui les arrange eux. Donc c'est hyper hypocrite que de demander aux gens après d'être super mobilisés. Est-ce que tu as l'impression que les idées du Front National justement se sont répandues un peu dans tous les chiquiers politiques? C'est manifeste. On a eu Manuel Valls, quoi, Premier ministre. On a eu la déchéance de nationalité. Enfin, je répète des trucs que tout le monde sait. C'est évident que les idées du Front National, elles se sont répandues dans tout le champ politique. Et à bien des égards, même, je dirais même que la position de Jean-Luc Mélenchon sur l'immigration tenait compte de ce fait-là, et je l'ai regretté. C'est une position beaucoup plus mesurée qu'elle ne l'avait été en 2012 avec le discours de Marseille et tout. Il y avait des... voilà, c'était moins l'immigration est une chance, c'était devenu l'immigration est une douleur pour les gens qui émigrent, donc pour leur bien, il faudrait faire en sorte qu'il y ait moins d'immigration, parce que le champ actuel des idées a tellement été laminé, bourriné par des idées anti-immigration, anti-islam, anti-quoi que ce soit, que les gens sont moins prêts à entendre des discours qui redisent « mais l'immigration c'est formidable ». Et c'est une chance, et notre pays est un pays d'immigration, et on avance comme ça, et en effet il faut la gérer, comment dirais-je, si tous les appareils sociaux sont en place, s'il y a de la justice sociale, etc., ça va bien se passer. Alors dans un pays hyper inégalitaire, en effet ça se passe mal, parce que si on parle des populations, si on ne met pas les mêmes droits pour tout le monde, s'il y a un taux de chômage extraordinaire, dans ces cas-là, n'importe quoi se passera mal, immigration ou pas immigration. Mais enfin voilà. Et on va peut-être parler un petit peu des quartiers populaires qui concentrent un petit peu les problèmes de chômage, d'insécurité, de violence policière et de violence en général. Est-ce que tu penses que, par exemple, l'élection de Marine Le Pen aura un impact sur les quartiers populaires ou celle d'Emmanuel Macron, et dans quel sens? L'élection de Marine Le Pen, bon, on a vu comment ça s'est passé à Béziers, je ne sais pas si vous avez vu à Béziers. Concrètement, la grosse solution de Ménard à Béziers, ça a été de couper les transports en commun entre les banlieues et le centre-ville, d'enlever tous les bancs dans le centre-ville pour que plus personne puisse squatter. Donc c'est en gros, on sait très bien qu'un candidat Front National, s'il arrive au pouvoir, soit dans une municipalité ou à la tête du pays, il va renforcer un apartheid brutal de séparation nette entre des quartiers populaires qu'on va encore plus laisser en déshérence, sans service public, sans rien, sauf qu'en plus on va leur couper le bus pour pas qu'ils puissent aller emmerder les bourgeois en centre-ville. Donc on sait que ça va être horrible, évidemment, ça c'est sûr. Pour ce qui est de l'élection d'Emmanuel Macron, je ne suis pas devin, mais enfin ça va continuer tel que maintenant, très, très probablement. Il joue vachement sur la carte du Uber, premier employeur de Seine-Saint-Denis, etc. Comme quoi ce serait un avenir de je sais pas quoi. Mais aujourd'hui ça gueule déjà chez les chauffeurs Uber. C'est déjà pas En plus, les gens qui se sont reconvertis là-dedans en pensant être leur propre patron, c'était les gens qui de base étaient les plus exposés au boulot précaire d'avant. On leur propose une nouvelle forme de boulot précaire où ils continuent à se faire exploiter mais d'une nouvelle manière.
Et ça a peut-être pu marcher 1 an ou 2 au niveau illusion, et il y en a peut-être quelques-uns qui s'en sortent et qui se disent oui, c'est normal de travailler 50 heures par semaine si je veux réussir, etc. Mais à terme, non seulement ils s'épuisent, on ne fait pas 50 heures par semaine jusqu'à 40 ans, jusqu'à 50 ans, c'est pas possible, mais en plus ils comprennent qu'il y a une arnaque considérable, que Uber fait ce qu'il veut et qu'en fait ils sont des employés déguisés de Uber auxquels on a fait croire qu'ils étaient des petits chefs d'entreprise. C'est pas vrai, donc ça aussi ça va tomber. Mais dans une certaine mesure, la dernière fois qu'on s'était rencontrés, tu m'avais parlé du vote Macron en banlieue. Et j'avais trouvé ça assez intéressant du coup de dire que c'est vrai. Oui, du coup pour préciser, en fait je disais que dans les banlieues, effectivement il y avait un fort taux de vote pour Mélenchon, mais aussi pour Emmanuel Macron qui justement donnait un discours qui était différent de celui de la gauche qu'on donne aux banlieues, c'est-à-dire qu'il donnait un discours positif en disant que vous, en fait, si vous travaillez, vous allez vraiment pouvoir réussir et que voilà, on donne de l'emploi à tout le monde, ce sera dur, mais vous pouvez arriver au sommet. Et la figure du banquier aussi qui plaît énormément. Alors ça c'est assez génial de la part de Macron, quoi. Parce que Macron c'est l'abdication du politique face à l'économique. Macron c'est le symbole de le politique ne peut plus rien, laissons faire l'économie et tous les bienfaits viendront du capitalisme, de la libre entreprise, etc. Et on délègue, le politique se dit je ne crée plus rien, moi je laisse faire, j'enlève les cadres, j'enlève les cotisations, j'enlève tout ce qui peut emmerder les patrons et le capitalisme. Et en gros, c'est une démission du politique. Mais quand on dit ça à des populations qui ont subi déjà des démissions du politique, ils en ont subi plein. Ils ont subi la trahison du PS aussi. Ils ont subi la trahison du PS qui leur ont dit on va être derrière vous, machin, et qui à chaque fois a fait n'importe quoi. Il n'y a pas eu de politique de redistribution sociale juste, il y a eu la continuation des politiques sécuritaires, il y a eu des discours hyper violents, islamophobes, etc. Donc les trahisons du PS face aux quartiers populaires, elles ont été nombreuses. Donc dans les quartiers populaires, il y a des gens qui se disent, il y a des gens qui nous disent on va s'occuper de vous et ne le font pas. On en a marre, du coup vaut mieux écouter quelqu'un qui nous dit moi je ne veux pas m'occuper de vous, mais vous pouvez réussir. Mais il le dit, moi je ne vais pas m'occuper de vous, quoi. C'est un peu ça le délire aussi de Macron, quoi. C'est croyez en vous, donc il individualise tout. C'est ça aussi la fin du politique, c'est de se dire il n'y a plus de responsabilité collective, comme s'il n'y avait pas une responsabilité collective et une responsabilité de l'État et des gouvernants dans la situation actuelle des quartiers relégués, mais que c'était une responsabilité individuelle. Sauf que tout le monde a envie de s'en sortir, tout le monde a envie de travailler, donc parfois ce discours-là peut être mieux écouté que un discours qui dirait je vais vous tendre la main, surtout quand on sait qu'il est porté par des gens qui à chaque fois ont trahi. Oui, mais d'un autre côté, bon, le bilan de France Insoumise, on peut absolument pas le faire parce que c'est un mouvement qui vient de naître. Mais si on se rapproche par exemple des communes, enfin des banlieues, des quartiers populaires, des députés qui viennent du Parti communiste, des maires, etc. Il y avait une BD, je crois, qui était même parue sur Mediapart qui montrait qu'effectivement, ça n'aidait pas plus les populations, quoi. Un maire un parti communiste n'aidait pas forcément justement les citoyens des quartiers populaires, racisés, les minorités, etc. Justement à avoir une place dans la politique et qui voulait encore donner les directives, ne pas laisser les gens diriger. Donc voilà, est-ce que c'est pas un problème justement de cette idéologie de gauche, de voir justement des... Parce qu'il faut que le parti communiste fasse sa mue aussi idéologique, il y a des changements profonds. On connaît aussi les excès racistes du parti communiste dans les années 80, d'attaquer un foyer de travailleurs immigrés au bulldozer, tout ça c'était le parti communiste dans les années 80. Donc le parti communiste, il n'a pas une histoire non plus très apaisée par rapport aux... Les militants du parti communiste, les vieux, ont eu le sentiment pendant longtemps que le prolétariat je sais pas, du Maghreb, etc., était venu remplacer le bon prolétariat blanc de la ceinture rouge de Paris, et ils se sont sentis dépossédés, ils n'ont pas su adapter leur discours, et du coup ils sont tombés dans un truc de finalement on va faire alliance avec le Parti Socialiste, dans un truc, leur mue idéologique a été ratée. Ils n'ont pas compris ce qui se passait, ils ont tout fait de travers pendant quelques années, et il ne faut pas s'étonner en effet qu'ils se fassent botter le cul. Mais moi, c'est pas que je crois au Parti communiste. Les vieilles recettes du Parti communiste, aujourd'hui, elles sont dépassées. Aujourd'hui, en effet, le citoyennisme, les nouveaux trucs là, qui sont en train d'émerger de participation populaire, ça vient pas du Parti communiste, ça vient de la société civile, et dans une certaine mesure, la France Insoumise essaie de faire une sorte de synthèse entre un héritage socialiste, de collectivisation, un héritage communiste aussi vieux, qui n'a pas su s'adapter. Ils essaient de faire cette mue d'adaptation. Donc c'est pas la même chose France Insoumise aujourd'hui que n'était le Parti communiste avant, avec ses vieux élus, etc. On voit qu'il y a un renouvellement aussi considérable
des candidats, de ceux qui vont être candidats, et puis de l'appareil des gens aussi autour de France Insoumise, je pense que c'est un truc vachement plus ouvert aussi que ne l'était le Parti communiste, dont on sait aussi qu'il fonctionnait par filiation familiale. On rentrait aussi au Parti communiste parce qu'on était dans une famille de tradition communiste. Et j'ai fait une vidéo qui montrait aussi comment les élus étaient progressivement devenus presque des élus professionnels. Le problème, c'est aussi la professionnalisation de la politique. Et c'est aussi pour ça que d'authentiques militants communistes des années 50 se sont transformés en maires à vie dans certains bleds et se sont coupés aussi de plein de choses. Et la professionnalisation de la vie politique, c'est un truc qu'il va falloir aussi attaquer de fond. Et je pense que dans la candidature de la France Insoumise, il y avait des pistes aussi pour ça. Et j'espère que dans les législatives, c'est aussi des trucs qui vont être portés de cette manière. Mais par rapport à la France Insoumise, il y a quand même... bon, après, oui, bien sûr, alliance avec le PS, c'est compliqué, mais... du coup, dans cette candidature, est-ce qu'il n'y avait pas aussi des logiques partisanes à l'œuvre qui étaient désintéressées des envies des citoyens? Et il y a beaucoup de personnes qui ont regretté justement que Mélenchon et Benoît Hamon ne se soient pas mis ensemble et enfin aient fait gagner la gauche, quoi. La responsabilité de Benoît Hamon, je pense qu'elle est à relativiser. Il avait deux choix, soit il plantait lui-même le PS, c'est-à-dire il le plante. C'est-à-dire que c'est le parti qui était au pouvoir pendant très longtemps, un des plus grands partis de France. Lui, il se retrouve élu là-dedans à la primaire et il décide consciemment de planter le PS. C'est-à-dire de dire historiquement le PS à la poubelle. C'est raté, on a raté. C'est une responsabilité historique considérable. Ajoute à ça les frais de campagne, tous les trucs qui avaient été engagés, le fait que, mais déjà s'ils plantaient le PS, il faut le voir, les électeurs les gens qui allaient se barrer vers Macron au PS. Hein. Ouais, mais les frais de campagne, ils auraient pu être remboursés par France Insoumise. Mais ils avaient déjà engagé des frais, le PS, à ce moment-là. Ouais. Bon, après, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. Enfin, ce qui est certain, c'est qu'il y aurait eu une hémorragie. Déjà qu'il y a eu une hémorragie des cadres du PS vers Macron. Elle aurait été renforcée fois 1000 si Hamon l'avait planté. Hamon a choisi de ne pas le planter, il a fait le choix le plus lâche, c'est-à-dire il sait qu'il va vers l'échec, mais il dira c'est pas de ma faute, c'est de la faute des électeurs. Ou c'est de la faute de Jean-Luc Mélenchon, c'est de la faute de Macron, c'est de la faute du Front National, c'est de la faute de tout le monde sauf de moi. Voilà, il a fait le choix safe, quoi. Mais en effet, c'était peut-être pas le choix à faire. Après, c'est pas mécanique, les 6% de Hamon ne se seraient pas reportés méthodiquement sur Mélenchon. On sait très bien, j'en ai rencontré des électeurs de Hamon qui n'avaient pas lâché l'affaire et qui me défendaient mordicus que Mélenchon était un odieux dictateur bolivarien. Ils n'auraient peut-être jamais voté pour Mélenchon et ce serait peut-être reporté sur Macron tout simplement. Oui, mais il y a aussi, on allait avec Dylan faire un micro-trottoir dans les quartiers, il y a aussi quelque chose qui ressortait, c'est que les gens qu'on a interrogés en ont juste marre en fait des petites guerres entre les partis. Et est-ce qu'une alliance, justement entre ces deux partis qui disent vouloir l'intérêt général, vouloir un nouveau mouvement, ça n'aurait pas montré quelque chose de neuf Mais si, mais ça aurait été formidable. Mais je suis d'accord, ça aurait été formidable. Mais ça n'a pas été possible. Et il y a eu beaucoup de postures, mais pour moi les postures, c'est pas que je sois très partisan. La ligne de Mélenchon là, c'était il suffit pas de bidouiller des alliances, ce qui compte c'est de fédérer les gens autour d'un programme et autour d'idées. C'était ça sa ligne, en gros. La ligne de Hamon, ça a été on va faire des alliances avec les Verts, on va essayer de bidouiller les machins. Enfin, ils étaient vachement plus dans la bidouille que ne l'a été Mélenchon, qui a été vachement plus franc du collier aussi. Il me semble que la responsabilité, ça sert à rien de refaire le match indéfiniment et je pense que c'était pas possible. Et dès le début, quand je voyais tout le monde faire semblant de vouloir faire l'alliance et tout, je me suis dit mais chacun sait que ça va pas se faire, chacun sait que c'est pas possible et que personne ne le fera. Peut-être une dernière question sur ce que tu appelles les bidouillages. Alors du coup, quel choix à faire pour le second tour? L'abstention, Marine Le Pen ou Emmanuel Macron? Moi, mon choix, ça va être de rien faire du tout. Mais ça m'appartient et je dis à personne de faire quoi que ce soit, c'est juste que je sais pas. En effet, il y a un sentiment d'indignation face à ce choix, quoi. Il y a un sentiment d'indignation qui n'est pas seulement face aux candidats qui se retrouvent en finale, mais qui est aussi face à ce système électoral, à ce mode de scrutin, à cette campagne, à ce système aussi médiatique qui a fait monter Macron. Donc il y a un sentiment d'indignation générale qui est je ne cautionne plus votre merde. C'est fini. Maintenant, les batailles d'après vont se faire dans les rues, elles vont se faire dans les luttes, elles vont se faire dans les têtes, dans les consciences. On va continuer d'essayer de faire ce travail de repolitisation. Il me semble que c'est l'inverse de ce que fait Macron, ce travail de repolitisation.
lui nous dit vous êtes des possédés, essayez d'en prendre votre parti et ne croyez qu'en vous, ne croyez plus en politique, ne croyez plus en rien. Non, il faut dire croyons en nous mais collectivement, voilà, et donc il va falloir essayer de porter ça dans les années à venir. Mais je vais pas appeler à voter Macron, je vais sans pas moi-même voter Macron, c'est trop dur. Et du coup, revenir un petit peu sur les quartiers populaires, tu as fait une vidéo qui expliquait qu'il y avait un système en fait, qui avait tendance à vouloir cloisonner les habitants des quartiers populaires dans les quartiers populaires. Et que quand ils essayaient justement de se rendre, mettons, dans les centres-villes, d'occuper l'espace urbain, la police avait le rôle de les réprimer, c'est-à-dire en leur disant de se taire ou bien en faisant des contrôles d'identité voilà, abusifs, faisant des contrôles d'identité abusifs, etc. J'ai rencontré pas mal d'élus qui disent que le problème doit être réglé par exemple par des caméras, des récépissés. Qu'est-ce que tu penses, toi, qui as travaillé sur le sujet, qu'est-ce qui pourrait être la solution pour régler le conflit entre la police et les habitants dans les quartiers populaires? Dans cette vidéo, moi je me suis interrogé sur la police en tant qu'institution. Donc c'est pas des petites mesures qui vont changer grand chose, encore que le récépissé pour le contrôle d'identité serait très bien, ça je suis d'accord. Mais il faut changer en profondeur le rôle de la police. Qu'est-ce que c'est que la police et qui fait la police? Est-ce qu'il est normal que des gens, comme je le montre dans la vidéo, mais comme c'est très connu, passent un concours à Arras et se retrouvent catapultés en Seine-Saint-Denis dans un quartier qui est dans un territoire qu'ils ne connaissent pas, dont ils n'ont vu des images qu'à la télé, qui les effraient, et pour peu qu'ils aient une mentalité un petit peu facho, va en faire des cow-boys en puissance, prompts à faire les pires conneries par pure idéologie. Et aussi par le fait qu'ils ont peur, parce qu'ils sont dans ce quartier qu'ils ont vu en flammes à la télé et qui leur fait très peur. Donc il faut changer, pourquoi les territoires ne sont pas administrés, ne sont pas policés, on va dire, par les gens qui les habitent. Ce serait quand même vachement plus logique, ils connaissent vachement plus. Parce qu'on peut faire des fausses polices de proximité ou des trucs comme ça, mais c'est quand même, la meilleure police de proximité, c'est une police qui vient de l'endroit même. Donc il faudrait réfléchir à la question de comment on organise les pouvoirs. Il faudrait dissoudre des trucs comme la BAC, ça me paraît évident, ça a montré que cette police du chiffre proactive qui est là, non pas parce qu'on l'appelle quand il y a des problèmes, mais qui elle-même va chercher les problèmes et donc de temps en temps créer des problèmes, ça ne va pas, ça crée des violences, ça crée des troubles et on voit bien que la BAC est en général au cœur de toutes les affaires les plus sordides, quoi. Donc voilà, je pense qu'il y a des réformes en profondeur à faire et peut-être que après, j'ai pas de solution clé en main, mais c'est sûr qu'en finir avec aussi la centralisation à fond de la police, qui fait qu'elle reçoit ses ordres du préfet, qui reçoit ses ordres du gouvernement lui-même, en fait, qui appelle le préfet, qui dit faites ça, machin. Un peu de décentralisation, d'autogestion, comme on disait dans les années 70, ça ferait pas de mal non plus à la police, et histoire aussi de redonner parfois aux agents de police eux-mêmes un pouvoir politique pour aller contre les ordres de leur hiérarchie. Ce qui est un des gros problèmes de la BAC, où la hiérarchie de la BAC ne rend de compte à personne. Donc si vous avez la BAC dans telle ville, elle ne rend pas compte de compte au commissariat de telle ville. Elle fait son truc de BAC, elle en a rien à foutre, son impunité totale. Donc c'est des changements de structure qu'il faut faire. Il ne s'agit pas de dire il n'y a pas besoin de police, supprimons toute la police. Oui, parce que par exemple, il y a Philippe Poutou qui dit qu'il faut... aussi, oui. Non, il faut désarmer la police, mais qu'est-ce qu'on répond dans le cas où... Parce qu'il... il est impossible, comme tu décris, qu'il y ait une forme d'oppression systématique des minorités, dans des quartiers populaires, etc. Il n'empêche que maintenant, les policiers se font attaquer. C'est une réalité. Comment est-ce qu'ils peuvent réagir face à ça? Ils peuvent pas... Mais est-ce qu'ils se feraient autant attaquer s'il n'y avait pas ce climat qui s'était installé aussi depuis des dizaines d'années? S'il n'y avait pas justement cette ségrégation sociale, on voit en effet, tu vois, il y a une somme d'enchaînements de problèmes qui font qu'à la toute fin, on dit bah tiens, en fait c'est ça le problème. Mais non, le problème il est tout le long de la chaîne. Donc désarmer la police en effet ne règle pas tout. Par contre, imaginez une police beaucoup moins armée et en bonne partie désarmée dans le cadre de plein d'autres réformes qui auraient été faites pour pacifier à la fois le corps social lui-même, en désenclavant en effet certains territoires, en réduisant drastiquement les inégalités, etc. On voit bien que c'est une somme globale de choses, il n'y a aucune formule magique en effet, démanteler la BAC c'est très bien, mais c'est pas non plus une formule magique parce qu'il n'y a pas que la BAC qui pose problème.
Et désarmer la police, c'est très bien, il faut le faire, mais dans le cadre de plein d'autres mesures. Sûr, si on arrive et on dit juste il faudrait que les policiers n'aient plus de flingues. De toute façon, on sait très bien aussi que armer la police, c'est une escalade. Si on arme la police, les gens s'arment en face aussi, etc. quoi. Et que plus on va blinder les... Bien, il y a aussi une autre raison, d'ailleurs, on n'en a pas énormément parlé, mais il y a aussi une autre raison pour laquelle il y a eu beaucoup moins de manifestations anti-Le Pen qu'il n'y en avait eu en 2002, c'est que la répression du mouvement social est devenue vachement plus féroce. Et je ne me souviens pas, moi, en 2002, avoir été cerné par des cordons de CRS qui nous insultaient, où on ne se faisait pas nasser. Ça se passait dans un contexte beaucoup plus cool. On ferait aujourd'hui des manifestations de l'ampleur de ce qui s'était passé en 2002. Ça ferait comme à la loi travail. Il y aurait des affrontements parce que ces affrontements sont le symptôme d'une tension vive entre les forces de l'ordre, entre le corps social qui souffre, et qui fait que, le corps social n'est pas pacifié. Donc dans ce contexte-là, tout le monde est énervé. Donc il faudrait déjà énerver un peu moins les gens. Et lors des grands débats présidentiels, on voit souvent... la question des quartiers populaires n'est pas très abordée, mais généralement elle l'est par le prisme, par exemple, du djihadisme, de l'islamisation, des choses qui quelque part peut-être contribuent à ostraciser un peu ces quartiers populaires et les enferment dans une certaine image. Est-ce que tu penses que les médias ont leur part de responsabilité là-dedans ? Oui, c'est évident. C'est quand même assez évident. Ouais. Mais c'est vrai que moi, j'avais préparé un plan parce que je fais un podcast avec des copains et on avait fait un plan aussi pour voir quel sujet on allait aborder pendant la campagne. Et dans mon plan, il y avait il va falloir qu'on fasse un truc sur l'islamophobie parce que cette campagne, ça va être la fête. Et ça a été moins la fête que prévu grâce aux affaires de Fillon, grâce à pas mal d'autres trucs qui ont fait que ça a quand même laissé vachement moins de champ à ces idées-là pendant cette campagne. Et on voit quelle est la meilleure manière aussi de combattre, par exemple, l'islamophobie ordinaire, etc. C'est de parler d'autres choses avec force et de dire ça n'est pas ça le problème, parlons du social, parlons des vraies choses. C'est ce qu'a fait Mélenchon dans une certaine mesure, c'est ce que Fillon n'a pas pu faire, il n'a pas pu faire ça, la campagne islamophobe qu'il avait sans doute prévu de faire parce qu'il a été obligé de se défendre sur les affaires. Tant mieux, on a eu du bol, pourvu que ça dure, mais on voit bien que la meilleure manière de combattre le racisme, de combattre toute cette stigmatisation des quartiers populaires et de l'islam en particulier aussi, c'est d'imposer d'autres thèmes. Et ça a toujours été mon parti pris aussi. C'est pour ça que quand je disais je voulais faire des vidéos pour combattre les idées d'extrême droite, ça n'a pas été en disant ça c'est pas bien l'extrême droite, ça c'est pas aller sur leur terrain pour leur dire qu'ils ont tort. Il y a des chercheurs qui font ça très bien, le bouquin Islamophobie d'Abdelali Hadjat, etc. C'est vachement bien, quoi. Et il y en a qui le font. Pour autant, la meilleure chose à faire, c'est de dire il y a d'autres choses desquelles parler, arrêtez. Et arrêtez de faire vos couvertures sur l'islam, cet islam sans gêne, etc. Parce que après vous êtes là, oh dis donc, vous ne manifestez pas contre le Front National. C'est absurde ce système. La meilleure manière d'avancer, c'est en effet d'être très ferme, nous dans nos rangs, je pense. Ce qui est une position à moi pour le coup, mais nous dans nos rangs, d'être assez ferme sur ces questions-là. Parce qu'il y a une gauche islamophobe. On a des camarades de gauche limite, tu vois. Liliane, est-ce que tu veux que je porte la caméra ça va ? Non, d'accord. Excuse-moi. On a des camarades de gauche limite. Donc il s'agit auprès d'eux de les recadrer. Eux, je suis plutôt dans l'idée de ne pas laisser passer grand-chose. Et c'est pour ça que j'avais fait mon épisode sur la police. C'était à destination, moi je parle toujours à la gauche. Voilà. Donc c'était à destination des gens de gauche que je trouvais un peu complaisants à l'égard de la police. Et c'était aussi pour ça l'épisode sur Elisabeth Lévy où... c'est parce que la gauche ne peut pas faire... elle fait gagner l'extrême droite à partir du moment où elle récupère ou elle se met à parler comme elle. Il y a un ancien maire de Vénissieux qui était responsable de la commission sur la loi Burqa, je crois, à l'Assemblée nationale. Je sais pas si tu as vu ça. Non. C'est le maire de Vénissieux qui était là avant Madame Picard. Je connais pas le voilà. Mais en fait, du coup, oui, ça illustre bien ce que tu dis, je pense. Donc être intraitable avec la gauche islamophobe, mais quand on s'adresse à la droite, parlons-lui de nos thèmes à nous, de nos thèmes d'égalité, de progrès, de justice. Voilà. Par rapport aux médias, toi tu travailles du coup à Mediapart, tu fais des vidéos pour eux. Qu'est-ce que tu penses des médias en général, de son fonctionnement et du fait qu'il est subventionné par l'État ou bien racheté par des grandes entreprises? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que tu penses qu'un média indépendant peut vivre Moi j'aimerais bien qu'il y ait des médias indépendants en effet, mais je ne trouverais pas ça absurde qu'ils aient quand même le droit à des subventions.
bon, évidemment, je me pose cette question notamment par rapport à YouTube. Parce que moi je suis sur YouTube où pour se faire financer on a 3 choix, soit l'indépendance totale et on va demander aux gens directement des sous, soit on va demander aux marques des partenariats, des machins, soit on fait comme j'ai fait aussi, je fais maintenant, on s'affilie à une rédaction quelle qu'elle soit pour faire des travaux de commande, de pige, je sais pas quoi. Et je trouve ça bizarre qu'on ait laissé, enfin je trouve ça scandaleux et je pense qu'il va falloir qu'on amorce cette réflexion, que sur internet, il n'y ait pas de secteur public de la création. C'est hallucinant. On a compris que c'était bien de le faire dans l'audiovisuel, il y a Radio France, il y a France Télévisions, et on voit bien que même encore aujourd'hui, ça constitue un contrepoids essentiel aussi d'avoir des programmes comme ceux de France Culture, d'avoir, si tu écoutes Jeanne Hutto sur France Inter, d'avoir des choses comme ça qui arrivent à vivre sur le service public par rapport au tout privé qui est de la course au n'importe quoi, à l'audience, au spectaculaire. Pourquoi on n'a pas ça sur Internet? Pourquoi sur Internet il n'y a pas des subventions aux créateurs d'une manière ou d'une autre? Moi je ne suis pas contre la subvention et j'ai des camarades même de YouTube qui me disent ah mais si on a des subventions de l'État on ne pourra plus tout dire. Mais est-ce que Valeurs Actuelles quand ils avaient des subventions de l'État ils s'empêchaient de dire n'importe quoi? Est-ce que Le Figaro qui a des subventions de l'État il s'empêche de dire ce qu'il veut? Non. Mais il faudrait, puisque ce pôle privé est manifestement omnipotent sur Internet et fait tout, il faudrait lui opposer aussi un pôle public de création audiovisuelle, notamment, parce que maintenant, c'est aussi comme ça que les gens s'informent. Et là, non, il n'y a rien. Là, il n'y a pas de pôle public. Je trouve ça très bizarre. D'accord. Est-ce que tu as une question? Tu as tout posé, là. En tout cas, un mot de la fin à rajouter sur peut-être l'issue des présidentielles. Un mot de la fin sur les présidentielles? Ouais. Ou sur les quartiers populaires, comme tu préfères. Vivement que ce soit fini, toute cette histoire-là, qu'on puisse clairement se remettre en rang pour se dire, bon, les attaques elles vont être violentes, je pense, assez vite, hein. Il y a quand même le délire des ordonnances avec Macron, donc il va falloir en effet resserrer les rangs. C'est quoi ça, les ordonnances Macron, il veut gouverner par ordonnance, c'est-à-dire sans passer par le Parlement, parce que l'avantage des ordonnances, c'est que tu écris ton truc et c'est appliqué avant même d'être validé par le Parlement. Ça peut l'être a posteriori. Donc c'est pour gouverner comme un bourrin. C'était tout le programme de Jean-François Copé. C'était une dizaine d'ordonnances pour brutaliser la France tout l'été. Comme ça, après les réformer, on a fait les réformes structurelles comme des gros bourrins. Et en fait, ça c'est un truc qu'il a pris à Copé, notamment Emmanuel Macron. En même temps, Macron, s'il se fait élire, de toute façon, là, les élections étaient incroyablement divisées, quoi. On n'a jamais eu quelque chose de pareil. Donc c'est vrai qu'il risque d'être bien embêté. Même que ce soit Marine Le Pen ou que ce soit Macron qui passe. Celui qui passe, comment il va gouverner, quoi. Celui qui passe, vraisemblablement, il arrive quand même en position de force derrière. Vraisemblablement, c'est Macron, je le souhaite, même si j'ai pas envie d'aller voter pour lui, je souhaite en effet que ce soit pas Marine Le Pen. Mais celui qui passe, il est en position de force parce que derrière, en effet, ça va se recomposer autour de lui. Et on peut tout imaginer, notamment une fuite des gens du PS vers le En Marche, vers les candidatures En Marche, une fuite des gens des Républicains vers le En Marche. Et il va tout recomposer autour de lui. À mon avis, il va se faire sa petite majorité présidentielle un peu bizarre, mais il va se la faire, quoi. Il n'y a pas de souci. Donc il va bourriner. Donc de toute façon, les deux vont bourriner, peu importe lequel est élu. Donc il faut qu'à ça, on sache quoi opposer. Parce que je sais qu'il y a parmi mes camarades des gens qui vont dire il faut faire de la guérilla urbaine. Donc qu'est-ce qu'on peut faire d'autre aussi que de la guérilla urbaine? Comment on recrée des solidarités? Comment on recrée des solidarités entre justement des quartiers auxquels la gauche de centre-ville parle vachement moins et les centres-villes, les associations et les élus locaux? Comment on retisse ça? Parce qu'on a... Et le grand changement, c'est qu'en effet, la candidature Mélenchon a réussi à fédérer pas mal de gens d'un peu toutes ces sphères-là. Donc il va falloir qu'un peu tous ces gens-là autour arrivent à se dire bon, maintenant que manifestement on est ensemble, on a même voté pour la même chose, on est quasi 20% des gens qui ont voté. Comment on s'organise maintenant? Plutôt que d'aller dans des divisions, il va falloir aller dans l'union. Et je pense que c'est ça aussi que permet la France Insoumise, c'est on ne délègue plus tout aux partis politiques. Il va falloir faire comme à Grenoble, comme en Espagne, recréer des liens entre les associations qui sont sur le terrain, qui connaissent le terrain, et les politiques locales ou même nationales, et les citoyens aussi, pour qu'ils s'impliquent soit dans les associations, soit dans la gestion concrète de leur ville. Mais il y a tout ce chantier-là qu'il va falloir opposer à une politique brutale qui ne va pas manquer de venir d'en haut.
et qu'il va falloir combattre, mais pas seulement dans la rue. Dans la rue, oui, mais aussi en construisant l'alternative pour après. Donc, même en fait, si tu t'es prononcé en faveur de Jean-Luc Mélenchon, mais tu me disais que tu n'assistais pas aux meetings, tu n'assistais pas aux réunions, etc. Si, je suis allé au meeting de Lyon. Tu es allé au meeting? Ouais. Alors, les réunions en tout cas, oui. Mais les réunions France Insoumise, non, j'ai pas fait. Mais du coup, pour toi, en fait, la solution, c'est de sortir un peu d'une logique partisane, c'est ça? Oui, mais de toute façon, les gens sont déjà sortis des logiques partisanes. Et c'est aussi pour ça que France Insoumise essaie de se vendre comme un mouvement plutôt que comme un parti. Même s'il y a bien des égards, moi je trouve ça assez cosmétique. Mais bon, dans l'idée, c'est ça. Emmanuel Macron fait la même chose. Emmanuel Macron fait la même chose. Et je pense que oui, l'idée c'est de repolitiser. C'est moi ce que j'essaie de faire depuis des années, repolitiser, redire aux gens, le politique c'est pas un truc qu'on délègue à des mecs en costard et ensuite ils font, on espère qu'ils vont faire ça bien pour nous. Le politique c'est un truc où on peut s'engager nous concrètement, y compris au quotidien. Le politique c'est du rapport de force, faut pas se dire que c'est du consensus, c'est du rapport de force et c'est du coup du conflit. Donc il faut aussi former les gens au conflit, leur dire où sont les bons points de conflit sur lesquels appuyer. Donc il faut former. Je crois beaucoup à la formation. J'avais fait un billet sur Mediapart, une tribune de 10 minutes là-dessus, sur le fait que il faut former, parce que si on ne forme pas les gens, c'est toujours les mêmes qui prennent la parole. Parce que si on ne forme pas, c'est les gens déjà formés qui vont se retrouver les porte-paroles, qui vont se retrouver les premiers, les machins. Et je parlais des classes populaires là-dedans. Il faut qu'il y ait une volonté nette de former, d'informer les classes populaires, de faire en sorte que ces classes populaires aussi se forment elles-mêmes elles s'auto-forment, et donc pour ça il leur faut des lieux pour faire vivre les luttes, parce que c'est pas seulement les intellos qui doivent apprendre aux petits comment penser correctement. Il faut que l'inverse soit vrai aussi. Il faut que les gens, par exemple dans les quartiers, se réunissent et aussi parlent de leur lutte entre eux, et aussi on informe les gens des centres-villes, parce qu'il y a quand même maintenant beaucoup cette dichotomie, les quartiers, les centres-villes, les campagnes. Il va falloir créer aussi des allers-retours pour que ce ne soit pas juste la bonne science qui viendrait des universitaires qui se répandrait sur le bon peuple. Non, il faut qu'il y ait des allers-retours en permanence, et les universitaires n'ont pas raison sur tout, et il y a des luttes qui viennent d'en bas, qu'il va falloir écouter. Il faut que la gauche se transforme et devienne un espace de dialogue où tout le monde s'écoute, mais où on sait faire front quand il faut faire front. Alors, par rapport à la situation politique dans les quartiers populaires, d'un côté on a un très fort taux d'abstention, donc un refus de participation à ce qu'on appellerait le devoir de démocratie, la démocratie traditionnelle, mais d'un autre côté c'est aussi généralement les grosses, certaines personnes qualifient ça d'émeutes, d'autres de révolte. Il y a aussi des énormes mouvements protestataires qui viennent des quartiers populaires. Qui sont politiques. Pour toi, du coup, oui, quelle est la situation politique dans les quartiers populaires? Ah, je sais pas, je vis pas dans les quartiers populaires, mais je peux pas faire un diagnostic. Il y a plein de gens qui sont mieux placés que moi pour faire un diagnostic de la situation politique dans les quartiers populaires. Tu penses que justement, on a tendance un petit peu trop à projeter des choses sur les quartiers Ben je te dis, je suis pas un expert de la question, mais par contre, en effet, je pense qu'il y a une amorce de politisation nette dans pas mal de franges. Voilà, tous ceux qui ont lutté pour la justice ces dernières années, dans les grandes marches pour l'égalité récentes, là, des marches pour la justice, pour Théo, pour Adama, etc. C'est de la politisation, c'est de la vraie politisation. C'est pas parce qu'il n'y a pas marqué France Insoumise ou Parti Socialiste ou je sais pas quoi que c'est pas politique. Donc il va falloir écouter ça. Et d'ailleurs, ça m'avait fait plaisir de voir aussi dans le programme de France Insoumise que moi, au début, j'avais tendance à... Parce que bon, voilà, il y avait ce côté gauche républicaine, machin, qui ne m'attirait pas trop au début. Mais j'ai vu des trucs comme démantèlement de la BAC dans le programme. Ce qui était une manière de... Comme si la vieille gauche était à l'écoute. Ben, il faut être à l'écoute. Il faut être à l'écoute de ces revendications-là, et il faut aussi considérer comme des choses politiques ces choses-là. C'est pas des émeutes urbaines de sauvages, je sais pas quoi. Ce sont des mouvements politiques qui ont une expression contrainte. S'il y a des révoltes, c'est précisément parce que où est-ce que ces gens ont des instances de représentation? Elles sont où leurs instances de représentation? Ils sont où à l'Assemblée ces gens-là? Et ce que je dis est vrai aussi pour les ouvriers. S'ils votent Front National et qu'ils sont vénères, c'est qu'elles sont où leurs instances de représentation? Il est où leur rôle dans la démocratie et ces allers-retours qui devraient être permanents? Nulle part. Donc t'en es contraint, en effet, à la révolte, ou t'en es contraint au vote Le Pen dans les campagnes, parce que les gens se disent la démocratie est bloquée. Donc essayons de la débloquer. Et on peut en effet la débloquer en gueulant un bon coup,
en sortant dans la rue et en tabassant des flics. Enfin, tabassant, c'est un grand mot, vu comment ils sont protégés, c'est quand même pas évident. Mais il y a quand même des flics, enfin des policiers qui sont blessés. Oui. Ouais, enfin... Ah oui, il y a des policiers qui sont blessés. Ouais. Quand j'avais fait ma vidéo sur les flics, il y en avait qui étaient venus me voir, des flics, pour me dire tu te rends compte du nombre de morts par an qu'il y a dans la police, dans des attaques ou je sais pas quoi. Alors moi, t'as pris les chiffres? je suis allé regarder les chiffres. Je suis allé regarder les chiffres officiels, notamment des morts dans le monde du travail de manière générale. Je crois que c'est 500 personnes par an. Il y a beaucoup plus de morts chez les routiers que chez les flics au niveau du risque professionnel. Il y a beaucoup plus de morts de gens qui se font couper la main parce qu'ils travaillent à l'usine dans des conditions dégueulasses que de policiers qui se font couper la main parce qu'ils tombent dans un guet-apens de je sais pas quoi. Donc tous les métiers ont des risques, arrêtons de faire... voilà, eux ils ont choisi d'être flics, ils savaient qu'il y avait des risques, et à la limite quelqu'un qui a choisi d'être routier, bon il sait qu'il est plus exposé que les autres aux accidents de la route. Je pense que du coup, en gros, ce zoom qu'on met sur la condition des policiers dans les quartiers populaires, bah oui, en fait il sert à occulter les revendications de ces quartiers-là. Il est purement idéologique, on voit très bien que c'est... voilà, cette sacralisation républicaine autour du flic, je suis flic, le machin, c'est dans le combat idéologique des dominants que ça arrange bien cette idée, cette mythologie républicaine. Et en effet, quand on regarde les chiffres, c'est pas les flics, c'est pas la corporation qui meurt le plus en France par an en accident du travail, quoi. Mais pour toi, du coup, la solution, ce serait de repenser le métier de policier pour aussi entendre les syndicats de police qui sont... qui disent aussi une souffrance dans le travail par rapport à justement à ces mutations trop lointaines, etc. D'accord. Non, je sais pas s'il faut écouter les syndicats de police, parce que Alliance, moi ça me fait peur quand j'écoute. Ça me fait peur quand j'écoute Alliance, oui, CGT Police, oui, il y en a qui sont un peu plus. CGT Police, déjà ils disent un peu moins de conneries. Mais oui, de toute façon, il faut repenser qui fait la police dans ce pays. Qui. Et quand on regarde les chiffres pour voir qui vient d'où, on voit que c'est une grosse part de jeunes blancs de campagne, avec peu de diplômes, peu de qualifications, et qui se tournent vers la police. On voit qu'il y a pas mal de gens aussi d'outre-mer qui voient dans les concours de la fonction publique des moyens de monter en métropole. Très bien, et qui du coup eux aussi se retrouvent déracinés d'ailleurs, mais bon, eux c'est ce qu'ils souhaitaient du coup assez souvent. Et est-ce qu'il y a des gens des quartiers populaires qui essaient de rentrer dans la police? Non, parce que les chiffres montrent et des témoignages montrent aussi qu'ils en sont dissuadés. Ils en sont dissuadés assez vite. Alors ils en sont dissuadés par le climat idéologique qui va régner dans la police, dans les écoles de police aussi. Mais pourquoi c'est pas des gens aussi issus de quartiers populaires qui vont faire la police dans les quartiers populaires? On voit qu'il y a plein de trucs à changer, c'est quand même le plus logique. D'accord. Je pense qu'on va terminer l'entretien. Merci beaucoup. Vámonos mi Guajira, vámonos para La Habana, vámonos mi Guajira, arranca para la ciudad. A mí me gusta el guateque y échale a mi gallo ron, la maca en el bajaeque y tu cintura. Pablo.